Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, je reçois Ryan Rajabali. Avec Ryan, on s'est connus chez Wavestone, où il était commercial et moi j'étais sa RH. Il est parti pour un univers qu'il faisait rêver depuis toujours, Google. Il y a passé quelques années et travaille aujourd'hui chez Salesforce à Dublin. J'ai invité Ryan sur Chef pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'avais vraiment à cœur de vous faire découvrir les dessous des grands groupes anglo-saxons comme Google et Salesforce, qui bénéficient d'une très bonne notoriété RH. Et je voulais savoir ce qui se passe vraiment. Est-ce que ces pratiques managériales sont à la hauteur de leur réputation ? Ensuite, pour démarrer cette saison 2, je cherchais un jeune manager pour suivre en immersion sa prise de poste, ses questionnements et ses premières pratiques. Donc vous l'aurez compris, Ryan nous a ouvert les portes de sa prise de poste en tant que manager d'équipe chez Salesforce à Dublin. Il nous partage son questionnement, ses premières convictions, ses pratiques pour intégrer son équipe et surtout se faire une place légitime en tant que manager. Avec Ryan, nous parlons aussi de diversité et d'inclusion, qui sont 2 thèmes qui lui tiennent à cœur, et sur lesquels la culture anglo-saxonne est plus avancée que notre culture française. Je trouve que c'est un super épisode de rentrée. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Ryan. Bonjour Sophie, ravie d'être là. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Ryan, parce que déjà on démarre la saison 2 de Chef ensemble. Donc ça, c'est super chouette. Et puis, je suis aussi ravie parce que tu vas nous raconter ton histoire, qui est l'histoire d'un jeune chef. Absolument, ouais. Ça coïncide avec le lancement d'une saison et je suis vraiment ravie de pouvoir être la première histoire à raconter. Je suis sûre qu'on aura plein d'échanges passionnants. Aujourd'hui, tu travailles chez Salesforce, mais tu as déjà une belle carrière derrière toi. Et puis, tu es aussi finalement le premier... je vais dire quoi, français expatrié en dehors de la France que je reçois sur le podcast puisque tu travailles à Dublin. Exactement. Tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu les étapes et puis les déclics peut-être que tu as eu pendant ta carrière ? Oui, absolument. Je vais commencer par le début de mon aventure professionnelle, qui est aussi notre point de rencontre, puisque c'est chez Wavestone que j'ai fait mes armes. Ouais. Moi, j'ai un fil conducteur dans ma carrière, c'est la fonction commerciale. J'ai commencé après donc un diplôme en école de commerce sur une fonction de account executive dans ce cabinet de conseil en management, technologie, stratégie. Et dès le départ, j'ai vraiment eu une passion, un intérêt développé sur la transformation digitale. Et en fait, en progressant dans le cabinet, en franchissant les étapes, en vendant aussi des projets différents à des clients du secteur énergétique, puisque j'avais l'occasion de travailler avec des grands groupes tels que Engie, Suez, EDF. Je me suis rendu compte que l'une des conversations qui revenait le plus souvent, c'était finalement la façon dont les entreprises se préparaient à l'après, au demain, et en l'occurrence à cette transformation initiée déjà depuis quelques années, mais qui s'accélérait autour des solutions, notamment cloud. Et ça a aiguisé un peu ma curiosité. Je me suis rendu compte que je croisais souvent dans les conversations des grands noms comme Amazon, Microsoft, Google. Et puis, en parallèle de ça, je peux aussi te partager que tout au long de mon parcours à la fois d'études et de début de carrière, j'ai aussi eu un intérêt particulier pour ces beaux logos de la Silicon Valley qui ont un rayonnement particulier à la fois dans l'industrie de la technologie, mais aussi plus largement en fait une vraie admiration presque sur la façon dont elles ont construit leurs histoires, leur ADN, leurs valeurs et puis après leur positionnement sur le marché. Donc tout ça mis ensemble, au bout de 2 ans chez Wavestone, où j'ai appris énormément de belles choses et je pourrais y revenir un peu plus tard sur les raisons qui m'ont poussé à devenir aussi ce jeune manager, je me suis pris le défi de rejoindre l'un de ces acteurs, et en l'occurrence Google, parce que
J'avais été vraiment fasciné par l'histoire et l'ADN de la boîte. Et donc en octobre 2017, j'ai décidé de non seulement quitter Wavestone, mais aussi tenter l'aventure d'expatriation. On a eu l'occasion d'en discuter, mais je viens originellement de Madagascar. Je suis d'origine indienne, donc j'avais aussi cette envie d'ailleurs qui était là déjà dès mes débuts sur cette terre. Et donc ça s'est poursuivi dans ce parcours finalement professionnel. Et après 2 ans à la Défense, j'ai eu envie de respirer un peu et prendre l'air, d'où mon arrivée à Dublin et donc le fait d'avoir rejoint Google. Et peut-être pour revenir finalement à ta question initiale, cette envie d'aller vers une fonction de management, c'est une envie que j'avais depuis finalement mes tout premiers pas, en me rendant compte que ce qui me plaisait finalement dans ce que je faisais, c'était la relation à l'autre. En l'occurrence, quand j'étais dans un rôle de contributeur individuel, l'autre, c'était le client. Mais progressivement, quand j'ai pris un peu de légitimité dans ma fonction et qu'on m'a donné des opportunités de pouvoir coacher des jeunes recrues, de pouvoir accompagner sur des thématiques de recrutement, et ben l'autre, c'était aussi nos équipes internes et puis la façon dont on pouvait faire grandir tous ces talents. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment cultivé dès le départ et qui, en arrivant chez Google, s'est confirmé aussi. Je suis resté sur la fonction commerciale. Je suis plutôt passé cette fois côté vente de solutions et non de conseils, mais finalement le cycle restait le même et les conversations restaient les mêmes. Mais en revanche, ce qui a continué à grandir en moi, c'est vraiment cette envie de changer de cap et de dimension et peut-être de rentrer plutôt dans une logique d'accompagnement aussi de talents et de personnes qui avaient envie de se lancer sur cette aventure commerciale également. Et donc, au bout de 2 ans chez Google, où j'ai eu différents rôles de account exécutif, account manager, j'ai eu l'opportunité qui m'a été donnée de prendre une première fonction de manager opérationnel, pas encore RH. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre. J'ai absolument adoré le fait de pouvoir être responsable de la performance collective d'une équipe et de jouer finalement sur les leviers derrière qu'il y a sur la motivation, la rigueur opérationnelle, tout le business acumen qui vient aussi dans la fonction commerciale et qui est nécessaire pour aller finalement signer des bons contrats. Et donc, en arrivant à la fin de ce processus, je fêtais mes 3 ans chez Google. Et je suis arrivé peut-être à un carrefour en se disant est-ce que je voulais continuer chez Google et puis finalement prendre un career track qui m'emmenait vers à terme une position de manager en interne ou peut-être accélérer un peu ce processus et devenir manager RH cette fois, manager carrière et peut-être le faire plus rapidement que ce que j'aurais eu l'occasion de faire chez Google. Et donc en novembre de l'année dernière, j'ai initié des échanges avec Salesforce que j'ai rejoint en février. Et je suis arrivé dans cette belle équipe business development à Dublin pour couvrir le marché français sur les secteurs services financiers et toutes les grandes entreprises du service au sens large, médias, santé, etc. Super intéressant. On va creuser cette nouvelle casquette que tu as commencé à développer chez Google, mais que tu as vraiment endossée chez Salesforce. Peut-être avant de rentrer dans ce détail-là, ça m'intéresse de connaître un peu les dessous de la culture, peut-être des pratiques de management de ces grands acteurs du digital à l'international qui font, je pense, briller les yeux de tout le monde et puis qui sont peut-être un peu dans la culture est peut-être un peu opaque ou en tout cas, même s'ils communiquent, mais ça fait quoi de vivre ça de l'intérieur? Oui, c'est vrai que avant de rejoindre Google et puis même Salesforce, j'en avais une image de ce que finalement les gens en général ont à travers les médias, à travers presque l'imaginaire collectif, c'est-à-dire des mastodontes de la technologie et en même temps des entreprises qui ont investi énormément dans leur culture, dans leurs valeurs et puis dans la façon dont ces deux notions impactent et nourrissent en fait les pratiques managériales. Et je dois dire que j'ai été vraiment bluffé de la façon dont ces valeurs étaient vécues au quotidien. Et c'est vraiment le premier point que je mettrai en avant, c'est dans les pratiques managériales, en fait, que ce soit dans mon ancienne expérience chez Google ou aujourd'hui chez Salesforce, il y a cette notion de bienveillance que j'ai trouvée sur une dimension tout autre que celle auquel j'ai pu être confronté jusqu'à présent dans peut-être notre culture d'entreprise en France. Et bienveillance à différents égards, c'est-à-dire qu'il y a une bienveillance organisationnelle, même si ce sont des entreprises très stratifiées, très hiérarchiques, les titres n'ont pas beaucoup de valeur et en fait c'est plutôt
ton côté entrepreneurial, ta créativité, ton innovation qui va faire que tu seras écouté et que tu auras une place à la table. Mais bienveillance aussi dans l'accompagnement avec une vraie responsabilisation du collaborateur autour de la notion de confiance. En fait, on va pas être derrière ton dos pour regarder tes horaires, pour savoir d'où tu travailles. L'une des choses qui m'a le plus marqué moi chez Google, c'est la flexibilité qu'on avait pour travailler finalement de n'importe où géographiquement et de pouvoir, si on voulait faire un long week-end à Berlin ou Paris ou Madrid, bénéficier des locaux que Google avait sur place, comme n'importe quel autre collaborateur sur contrat local, mais finalement en tant que visiteur venu de Dublin. Donc voilà. Et je dirais que l'autre élément qui m'a peut-être vraiment marqué, c'est une notion aussi je te parlais des valeurs. C'est la première fois que j'ai rejoint à la fois chez Google et chez Salesforce une entreprise où il y a une incarnation des valeurs au quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que ces entreprises ont réussi à se démarquer quelque part et à faire un peu briller les yeux, comme tu disais, c'est que à tous les niveaux de l'organisation, on essaye d'incarner, et bien évidemment, la photo n'est pas toute blanche ou toute noire, mais on essaye d'incarner ces valeurs dans nos pratiques commerciales, dans les pratiques de collaboration avec ses collègues, et puis dans les accompagnements managériaux aussi, où finalement, quand on était chez Google, c'était la notion de respect qui était au centre. Respect de l'opportunité, respect du client, et puis respect de l'autre. Et dans le respect de l'autre, il y a forcément respect du manager vis-à-vis de son collaborateur et vice-versa. Et je l'ai toujours ressenti. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec 3 différents managers chez Google, chacun avec sa personnalité, avec ses forces, avec son identité, mais néanmoins avec ce fil conducteur qui était vraiment de mettre cette bienveillance, ce respect dans leur accompagnement. Et c'est un peu ce qui m'a inspiré finalement quand il s'est agi de moi de faire le choix de pouvoir aussi passer dans ce rôle de manager, de me dire que j'avais envie de contribuer aussi à incarner ces valeurs. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir le faire en tout cas avec une vigueur et une énergie au quotidien chez Salesforce. Justement, alors comment ça se passe, ta prise de poste? Ça se passe bien. Alors, je vais te parler de mon équipe peut-être pour commencer. Je gère donc une équipe de 12 personnes. Ce sont des business développeurs, des business development representatives, pour reprendre le titre exact. Et en gros, ce qu'ils font au quotidien, c'est qu'ils travaillent avec les plus grands groupes du CAC 40 en France à identifier des prospects, des clients qui seraient intéressés d'échanger avec Salesforce pour mettre en place potentiellement nos solutions CRM et autres. Et ils travaillent en étroite collaboration avec l'organisation commerciale de Paris, qui eux là sont finalement les responsables de compte qui vont prendre la suite du cycle de vente et du cycle commercial jusqu'à la négociation, la signature des contrats, les renouvellements, etc. D'un point de vue profil, j'ai la chance d'avoir bénéficié d'une équipe qui était déjà en place et qui avait déjà un attachement particulier à la diversité dans tous ses sens. Donc diversité de background, diversité de parcours, diversité de choix d'éducation, qui fait que quand je suis arrivé, ça a été finalement assez naturel de rester dans ce sillon-là. J'ai eu la chance d'avoir une directrice qui avait vraiment à cœur de marquer un terrain particulièrement fertile, fait d'encourager la venue de talents issus d'horizons multiples. Et donc, étant aussi un fervent défenseur de ces notions-là, ça a été tout naturel pour moi d'essayer de continuer dans ce sens. Comment ça se passe maintenant? Je dirais que les premiers pas ont été un mélange d'appréhension et d'anxiété et d'enthousiasme et d'excitation. Appréhension et anxiété parce que même si ça a été une aspiration de longue date, la concrétisation forcément te met finalement face à cette montagne à gravir et tu te demandes un peu quels sont tes outils, est-ce que tu as les bonnes cordes, les bons mousquetons et est-ce que la paroi va être glissante? Appréhension aussi parce que je me suis mis, je pense, une responsabilité particulière en me disant que finalement mon driver principal, c'était d'accompagner avant tout les personnes et pas les professionnels. Et donc forcément, tu te poses la question de quel va être l'écho que va avoir ton positionnement, comment est-ce que chacun va percevoir ton approche, ton style managérial. Et puis appréhension parce que après 3 ans chez Google, dans une position où on est confortable, bah forcément c'est une remise en question aussi de repartir quelque part à zéro dans une nouvelle entreprise où on n'a pas encore son réseau, où on n'a pas encore les codes, etc. Mais excitation et enthousiasme aussi parce que
finalement, c'était la concrétisation d'un projet que j'avais cultivé de longue date. Donc, beaucoup d'énergie et finalement beaucoup d'envie de bien faire qui m'ont, je pense, aidé à pouvoir prendre le poste à la fois rapidement, mais surtout avec une certaine confiance. Et puis enthousiasme aussi parce que j'arrivais dans une équipe qui avait été managée par intérim par ma directrice et avec une réelle envie des différents membres de l'équipe d'avoir quelqu'un qui soit plus présent et qui finalement passe beaucoup plus de temps auprès d'eux, qui soit dédié à leur accompagnement. Euh, Là où l'accompagnement précédent avait été peut-être fait dans les meilleures conditions telles que le contexte le permettait. Et donc, j'en suis à 6 mois. Ce que je peux dire, c'est une réelle claque sur les apprentissages. Je pense qu'il y a pas un matin où je me lève et où je me dis pas waouh, qu'est-ce que j'ai appris hier et qu'est-ce que ça a été à la fois difficile et en même temps exaltant. Donc c'est ce sentiment ambivalent. Je conclurai peut-être en disant ça. C'est vraiment les deux et finalement je te le dis avec le sourire parce que quand je regarde à la fin finalement dans le rétroviseur, je me dis que j'ai vraiment fait le bon choix et je suis ravi d'avoir tenté ce pari. Et puis on verra ce que réservent les mois à venir dans cette montée en puissance. Quand tu dis que ton souhait, c'est d'accompagner les personnes avant d'accompagner les professionnels, ça veut dire quoi? Jusqu'où tu vois ton accompagnement? Comment tu l'appréhendes? Absolument. J'ai à cœur, et je dis souvent à mon équipe que sur toutes les nouvelles recrues qui rejoignent mon équipe, que je me vois avant tout d'abord comme un accompagnant personnel. Et ce que ça veut dire, c'est que on est dans un contexte aujourd'hui où, euh, comme encore beaucoup d'entreprises, on n'est pas retourné au bureau, nous, depuis mars de l'année dernière. Et donc, moi, à la fois moi, mais aussi les nouvelles recrues de mon équipe, on a pris nos postes complètement virtuellement, à distance, avec finalement comme seul lien avec l'entreprise un écran. Et donc, quand je dis accompagnant personnel, c'est finalement le fait de dire que mon premier objectif, c'est d'être là pour être certain qu'il y ait les conditions de succès des individus, et je dis bien individus et pas professionnels, des individus qui constituent mon équipe. Et donc là, ça veut dire quoi? C'est que ce que j'ai eu à cœur de faire, et j'espère que mon équipe me tiendra responsable sur ça, c'est de prendre le temps vraiment de comprendre d'abord les histoires, les valeurs, les modes de fonctionnement, les personnalités, et puis de voir finalement où est-ce que moi je pouvais venir dans cette équation pour apporter l'accélération, le boost, l'aspect catalyseur. Donc ça, c'est le premier point, je pense que je mettrai en avant. Et puis le deuxième, c'est peut-être accompagnement individuel parce que dans une équipe commerciale, finalement, le fait d'aller chercher des objectifs ambitieux, d'aller chercher de la croissance, etc., c'est une addition d'individus. Et on fait partie d'un collectif, on a un objectif d'équipe, mais finalement, ce sont les forces, les énergies et les volontés de chacun qui vont faire qu'on arrive à cet objectif final. Et donc, pour moi, c'était essentiel et vraiment primordial de commencer par vraiment repartir sur les objectifs individuels de chacun des membres de l'équipe et d'être certain de pouvoir finalement servir un peu de miroir de réflexion en se disant, voilà, moi, mon objectif de carrière, c'est ça. Comment je t'accompagne jusqu'à là? Comment est-ce que j'opérationnalise ce plan et comment je fais en sorte de te donner les opportunités de tous les mois, tous les trimestres, faire un pas de plus vers cet objectif. Alors, comment tu t'y prends concrètement pour faire cet accompagnement? Parce qu'en plus, en 6 mois, ça a dû être, j'imagine, un gros investissement pour toi d'essayer de connaître 12 personnes, en plus de prendre un business que tu connaissais pas forcément, et puis d'adapter les objectifs à chacun. Comment tu réussis à faire ça et concrètement, du coup, ça se matérialise par peut-être quel type de réunion, quel type d'échange, quel type de questionnement aussi pour toi? C'est un super point sur lequel je pense ne pas avoir trouvé encore la réponse idéale, mais je dirais que tu l'as pointé dans ta question. Le premier point, c'est de prendre le temps. Quand je suis arrivé, j'ai eu à cœur de passer du temps avec les uns et les autres et avec le fait d'avoir une cadence hebdomadaire de points, on appelle ça les one-to-one dans le jargon américain ou anglais, et de faire en sorte que ce soit des moments où on puisse échanger sur tout.
c'est-à-dire à la fois l'aspect personnel qui forcément aujourd'hui dans nos vies où il n'y a plus cette limite entre le pro et le perso, où on travaille de notre chambre, où à la fin de la journée on ferme notre ordinateur et on reste dans le même lieu où on a travaillé, où c'est essentiel de pouvoir aussi faire ce sanity check, hein, de voir un peu où on en est, mais aussi finalement de prendre le temps de comprendre où est-ce qu'ils en sont sur leur parcours professionnel. Et tu me posais la question précédemment à laquelle j'ai répondu qu'à moitié sur les profils qui composent mon équipe. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai des gens qui ont quasiment toutes et tous déjà des expériences professionnelles sur des fonctions commerciales en général, mais pas que, mais qui sont de deux ordres. Certains qui ont commencé leur carrière chez Salesforce sur des rôles de jeunes diplômés et puis qui ont été promus une fois, deux fois parfois, et donc qui connaissent très bien la maison, les outils, les process. Et puis d'autres qui viennent de l'extérieur et qui ont eu des parcours complètement différents de conseils, marketing, médias, parfois déjà un peu dans la technologie, mais pas forcément directement dans le SaaS. Et donc, important de comprendre aussi en fait où ils se situaient sur ce parcours-là. Donc ça, c'est les one-to-one. Après, il y a un deuxième aspect, un deuxième niveau qui est la mise en place de cette cadence d'équipe. Et donc là, ce sont finalement les moments d'échange formels et informels qui, encore plus dans ce monde virtuel, pour moi, étaient primordiaux à mettre en place le plus rapidement possible. Et à nouveau, j'ai bénéficié d'une cadence qui existe déjà, mais où j'ai essayé d'apporter aussi ma petite touche en se disant il était essentiel pour moi d'essayer de se parler le plus régulièrement possible et que ça apporte de la valeur, que ça apporte du soutien, du réconfort, un sentiment d'appartenance à chacun tout au long de la semaine. Donc concrètement, c'est quoi? C'est on a une réunion d'équipe par semaine au milieu de la semaine parce qu'on sait qu'il se passe des choses en début et en fin de semaine qui vont pouvoir influencer finalement les messages, les updates, les différentes informations que je peux avoir à partager, qui est plutôt un type de réunion assez structuré avec un agenda que je drive en général et sur lesquels j'implique à la fois des membres de l'équipe sur certaines sections, mais aussi où j'essaie de faire venir des intervenants pour de la formation, pour des retours d'expérience, des partages carrière. Et ensuite, le lundi et le vendredi matin, des moments qu'on appelle nos huddles d'équipe, qui sont des moments plus informels, où là, on va donner chaque semaine la responsabilité à quelqu'un dans l'équipe de l'animer, avec des moments un peu plus amusants, un peu plus fun, de jeux, de formation un peu ludique, etc. Et puis des petits moments plus informels de partage de bonnes pratiques, d'échanges, de résolution de challenges opérationnels, etc. Et donc avec ces trois moments-là, finalement, on arrive à se parler tous les 2 jours et on arrive à garder ce lien, pour l'instant virtuel, mais qui à terme, j'espère, pourra donner lieu à une connexion aussi en personne et physique, qui fera qu'on aura finalement un sentiment d'appartenance encore décuplé, je l'espère. Ok, et comment eux, ils ont vécu ton arrivée? Comment ça s'est passé? Est-ce que tout a roulé et les relations se sont faites assez naturellement ou est-ce que tu as rencontré quelques difficultés ou quelques freins? Alors, j'ai à nouveau eu beaucoup de chance d'avoir une directrice qui m'a permis de rencontrer mon équipe avant d'arriver, lors d'une petite réunion de présentation informelle. Donc, j'ai pu le faire 2, 3 semaines avant d'arriver. Et ça a été un chouette moment voilà, de tour de table, d'introduction, pour avoir au moins une première impression et une première interaction. Et ensuite, en arrivant, je dirais que ça n'a pas forcément été évident dès le départ. Tout le monde a été plutôt bienveillant et accueillant, mais tu te rends rapidement compte aussi que chacun essaye de te démontrer que c'est pas l'arrivée d'un nouveau manager qui va changer la façon dont les choses sont faites et dont chacune ou chacun fonctionne. Et donc, ça a été très intéressant à regarder parce que finalement, sur 12 personnes, tu as vraiment une diversité d'approches avec certains qui sont vraiment dans une demande d'accompagnement, qui vont arriver avec des choses très concrètes qu'ils attendent de leur nouveau manager. Et puis d'autres qui sont plutôt dans une position peut-être d'observateur, peut-être même de challenge en se disant, bon, ok, on voit arriver ce nouveau manager, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va changer, qu'est-ce qu'il va nous imposer, qu'est-ce qu'il va nous apporter. Et là, je reviendrai à ta question précédente, c'est le fait d'avoir pris le temps de connaître aussi chacun qui m'a permis, in fine, et je l'espère, d'avoir gagné aussi la confiance de mes équipes. Et l'un des exemples que j'ai partagé récemment à des amis qui me demandaient comment ça se passait, c'est que
le contenu des one-to-one a évolué aussi au fil du temps. Certains se sont sentis plus à l'aise de partager sur des choses qui étaient peut-être pas forcément formulées ou verbalisées de la même façon au départ il y a 6 mois. Et ça, c'est pour moi une petite victoire parce que ça montre aussi le cheminement finalement dans le fait de consacrer ce temps, d'ouvrir aussi son oreille et d'offrir une écoute et d'être plutôt dans une logique d'adaptation au style de chacun plutôt que de venir avec finalement une approche assez monolithique ou assez statique et de ne pas réussir derrière à gagner cette confiance ou à briser cette glace. Même si c'est un poste qui est assez nouveau pour toi, tu as déjà pas mal réfléchi en fait à quel manager tu avais envie d'être, quels étaient tes rapports aux autres, comment tu avais envie de construire et de connaître puis de construire ton équipe. Ouais. Comment est-ce que tu as construit cette vision-là? Donc, tu nous as expliqué un peu tes expériences, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit dans ta carrière, vraiment ça, quand je serai manager, j'aurai à cœur de le faire, ou peut-être des expériences personnelles aussi? Euh, Ça m'intéresse. Absolument. Je dirais que c'est un mélange de trois choses. D'abord, c'est un mélange de rencontres que j'ai faites qui m'ont inspiré et de managers qui m'ont accompagné de près ou de loin, qui ont été presque des rôles modèles, à la fois chez Wavestone, chez Google, mais aussi tout au long de mon parcours éducatif où j'ai rencontré des professeurs qui avaient une approche qui me parlait et qui me donnait envie de finalement me rapprocher de ce type d'attitude ou de valeur. J'ai notamment en souvenir une manager que j'ai eue chez Google qui a été la première qui m'a recruté et qui m'a accompagné à 2 reprises parce qu'on a eu l'arrivée d'un manager entre les deux, mais j'ai pu retravailler avec elle un moment. Et elle a vraiment été déterminante dans la façon dont je percevais finalement la valeur ajoutée d'un manager. C'est-à-dire que j'attendais pas des réponses toutes faites à mes problèmes ou une capacité à me promouvoir directement sur le poste que je souhaitais. J'attendais plutôt un miroir de réflexion qui finalement me posait les bonnes questions pour que je fasse atterrir les solutions. Et c'est un peu ce qu'on attend par coaching quand on parle de ce genre de méthode. C'est finalement comment est-ce que tu pointes le problème ou comment est-ce que tu expliques le challenge de la bonne façon avec un certain nombre de questions qui vont venir illuminer en fait cet élément-là sous un différent angle. Et cette personne l'a fait vraiment avec brio, je trouve, dans son accompagnement. Et c'est l'une des rencontres, je pense, qui a construit l'une des approches managériales que je voulais avoir. J'ai aussi en souvenir des personnes plus haut placées, donc avec lesquelles j'ai pas forcément directement travaillé, mais surtout sur ces notions de bienveillance, de diversité, d'inclusion qui sont vraiment chères à mon cœur. À nouveau chez Google, j'ai eu l'occasion de travailler donc dans l'organisation d'une directrice qui était basée à San Francisco et que j'ai eu l'occasion de croiser à un certain nombre de reprises et qui m'a toujours laissé avec un sentiment de me sentir meilleur après cette rencontre. Parce qu'elle avait ce sens de l'écoute, parce qu'elle avait cette capacité à réellement être présente dans le moment et de faire en sorte que dans l'échange, le curseur soit mis sur l'interlocuteur qui s'adressait à elle et non pas sur elle. Je pense que pour toi qui as passé aussi de nombreuses années dans les sphères du management, du leadership, etc., tu sais qu'il y a toute une diversité d'aspirations et de raisons pour lesquelles les uns et les autres se tournent vers des fonctions managériales. Et l'une des raisons que j'ai observées qui, pour le coup, ne m'a pas inspiré, c'était plutôt une raison peut-être un peu plus égoïste qui est de continuer à croître de façon assez ambitieuse, mais sans forcément l'aspect people, l'aspect personnel. Et en l'occurrence, cette personne était aux antipodes de ce constat et ça a été structurant. Donc, première chose, c'était vraiment les rencontres. La deuxième chose, je dirais, c'est je suis un avide lecteur de livres de développement personnel, de bouquins qui, notamment d'auteurs américains qui, tu sais, ont fait des études, des interviews, qui ont passé beaucoup de temps à finalement regarder ce que faisait un bon manager, ce que faisait un bon leader et quels en étaient à la fois les traits de caractère, les façons de l'incarner et puis les façons de le faire progresser. Et c'est des lectures qui ont, je pense, nourri aussi mon imaginaire quelque part et qui ont contribué à faire ou en tout cas à faire atterrir
la vision managériale que j'avais ou que je souhaitais vivre au quotidien. Je parlerai d'un bouquin qui est peut-être pas directement lié au développement personnel, mais tu as sans doute entendu parler du livre de Michelle Obama, Becoming. C'était un livre que j'ai lu juste avant de rejoindre l'aventure Salesforce, qui m'a beaucoup inspiré en fait à nouveau sur une thématique leadership, mais au sens large, pas directement chef, bien qu'elle ait eu des responsabilités managériales assez élevées durant son parcours avant de devenir la femme de Barack Obama, mais finalement dans l'aura et dans la façon dont elle se positionnait aussi sur des thématiques qui lui étaient chères. Et puis je terminerai peut-être par un dernier point qui m'a inspiré, ou en tout cas qui a été un catalyseur du manager que je souhaite être. C'est peut-être plus mon éducation et mes valeurs. Et en particulier chez Salesforce, j'ai trouvé une entreprise en fait qui nous donnait vraiment l'espace pour les exprimer et les incarner avec finalement beaucoup de fierté. Et ça, c'était vraiment chouette pour moi parce que je viens d'une famille où on a toujours exprimé assez clairement en fait les valeurs, les boussoles un peu qui guidaient notre façon d'interagir les uns avec les autres, et notamment une maman qui a été particulièrement inspirante dans ce voyage. Et je pense que indirectement, ça a aussi contribué à la personne que je suis professionnellement aujourd'hui, et notamment le manager que je veux être. Quand on s'est parlé pour préparer cet épisode, tu m'as beaucoup parlé de diversité et d'inclusion, et t'en as aussi un petit peu parlé en répondant à quelques questions. Ça m'intéresse que tu nous en dises un peu plus sur cette dimension que tu m'as dit vouloir injecter dans ton management et puis dans ton recrutement, j'imagine, dans la manière dont tu rayonnes au sein de ton entreprise. Tu peux nous parler un peu de cette thématique? Volontiers. Alors, c'est intéressant parce que quand on aborde ce sujet avec des personnes qui savent le rôle que tu as, ils vont souvent l'aborder sous le prisme du recrutement, en se disant finalement diversité, inclusion, ça commence par les talents que tu recrutes et le fait d'étendre le périmètre de tes recherches à différents profils, différents backgrounds, différents diplômes, etc. C'est vrai, c'est quelque chose que j'essaye de faire avec les tensions ou les contraintes aussi qui sont imposées par un business où il y a toujours ce paradoxe entre le fait de prendre le temps de trouver le bon candidat et réussir à avoir rapidement quelqu'un qui soit opérationnel sur un rôle. Donc, c'est un engagement que j'essaie de prendre au quotidien. Mais là où je vois mon rôle sur ces sujets de diversité et d'inclusion, c'est peut-être plus sur le I, c'est l'inclusion en tant que telle et le fait de créer un environnement où chacune et chacun se sent être la personne qu'elle est, en fait, tout simplement, et de se savoir accepter, accueilli, valorisé dans son entièreté. Et je pense que le rôle du manager là-dedans, c'est vraiment un rôle de sensibilisation et de verbalisation. Je pense que c'est là aussi où je vois peut-être les différences. Tu me parlais de mon expérience d'expatriation, les différences que j'ai pu observer entre mes expériences en France, à la fois dans le conseil et puis précédemment dans les stages que j'ai pu faire dans le luxe, dans la beauté, etc. C'est que dans la culture anglo-saxonne, en fait, on a peut-être une facilité à exprimer des choses qui sont peut-être de l'ordre de la sphère personnelle plus facilement, en tout cas dans les boîtes que j'ai fréquentées, Google et Salesforce. Et cette notion de sensibilisation vient plus naturellement parce que tu parles de toi, tu parles de ton histoire, tu parles des histoires des autres. Et donc, finalement, ce sont ces histoires qui se font écho et qui filent un peu cette métaphore d'un environnement inclusif. Donc, c'est vraiment là où moi je vois mon rôle, c'est de clamer haut et fort que c'est cette diversité de parcours, cette richesse d'identité qui fait le succès d'une équipe aussi. Et quand j'étais chez Google, il y avait beaucoup d'études, d'analyses qui étaient faites sur l'impact de la diversité et de l'inclusion sur la performance d'une entreprise. J'ai plus les données en tête, mais l'un des points qui m'a marqué, c'est que finalement, la raison pour laquelle les entreprises aujourd'hui parlent de diversité et d'inclusion, c'est qu'à la fin, ça a un impact sur le chiffre d'affaires, si on simplifie, hein, mais sur la performance. Et en fait, moi, ce constat, il me plaît pas parce que il met de côté finalement le driver premier que j'ai en tant qu'individu dans ce rôle, qui est à nouveau de revenir à la personne. Et donc, moi, ce qui me drive, c'est plutôt de me dire que si j'arrive à faire ressentir à quelqu'un qui a pu par le passé avoir à surmonter une adversité, un challenge lié à son identité, lié à son histoire culturelle ou personnelle,
Eh bien, ça, c'est une victoire parce que ça veut dire que à la fin de la journée, j'aurais réussi à lui faire sentir que, elle a sa place et que, peu importe finalement le bruit extérieur, en tout cas dans les murs virtuels de notre équipe, ça peut se passer de la meilleure façon elle peut venir avec toute la richesse de son caractère, de son identité. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Je ne sais pas si ça t'a permis de toucher un peu du doigt la résonance ou la signification que ça a à mes yeux. Moi, ce qui me touche beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu mets derrière les termes diversité et inclusion les parcours et la richesse de chaque individu. Quand, je vais peut-être caricaturer beaucoup, mais quand dans beaucoup d'entreprises, j'entends diversité et inclusion égale parfois stéréotype. Mm. Euh, à la fois Les ratios voilà, hommes-femmes. des ratios Ouais, hommes-femmes, les collaborateurs en situation de handicap, les personnes d'origine bien étrangère, sûr. enfin voilà, de différents pays, etc. Donc oui, ça en fait partie, mais en fait, on est tous uniques, chacun avec son parcours, avec son unicité, ses spécificités, sa personnalité, puisse, un peu comme chez McDo, quoi, venez comme vous êtes, Presque. et bien se C'est un sentir. super slogan. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, c'est là où je ne suis pas d'accord avec l'approche de cloisonner l'entreprise ou de dissocier l'entreprise et la sphère personnelle. Parce que finalement, on passe tellement de temps en fait à être devant nos écrans, que ce soit aujourd'hui en pandémie ou demain peut-être au bureau, dans notre contexte professionnel, que ça n'aurait absolument aucun sens d'avoir finalement ces deux identités ou ces deux approches où on est une personne dans un endroit et une personne dans l'autre. Et en fait, je me dis qu'en tant que manager, on a cette responsabilité aussi de faire sentir à nos équipes que, en fait, on est une seule et même personne et cette personne, elle est composée d'une diversité de différents éléments, de différentes histoires, etc. Et enfin, pour revenir sur ce que tu dis, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a profondément touché et bouleversé quand je suis arrivé chez Google parce que c'est la première fois que j'étais entouré d'un certain nombre de leaders qui avaient cette conviction-là. Et je voudrais te partager un moment qui a été vraiment, oui, bouleversant, c'est le mot dans ce parcours et dans l'attachement aussi que j'ai mis sur ces sujets. C'est la directrice dont je t'ai parlé précédemment, qui était basée à San Francisco, a fait une prise de parole dans l'une des réunions où on avait toute l'organisation commerciale qui était présente et a partagé son histoire personnelle de femme qui est mariée à une femme et qui a décidé de fonder une famille. Et la sincérité et la vulnérabilité avec laquelle elle a partagé ça, pour moi, ça a été vraiment une vraie claque et puis surtout une grosse leçon d'humilité parce que c'est la conviction déjà personnelle et intime que j'avais. Et en fait, on m'a démontré que c'était possible de l'incarner aussi avec une simplicité et une énergie toute simple en fait. Et donc, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle en fait j'ai rejoint ces entreprises de la Silicon Valley qui, à nouveau, hein, qu'on entende mon message, ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, mais qui ont eu le mérite, je trouve, d'avoir réussi à créer un terreau qui permette à chacun de s'exprimer et de venir en fait avec cette pleine identité. Et ça, je trouve que c'est plutôt fort. Et du coup, concrètement, si quelqu'un nous écoute, là, un autre manager qui dit, bah ouais, c'est super, moi aussi j'ai envie de faire ça, mais je fais comment pour faire en sorte que chacun se sente bien à sa place, accepté pour qui il est pleinement. En plus, on a, je pense, tous des biais. On est aussi dans Mmh, des entreprises dans lesquelles on est évalué, on est bien sûr. augmenté, on est promu, etc. Comment tu as observé, puis toi, peut-être, tu penses pouvoir mettre ça en place dans ton équipe? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, ça revient au fait d'accepter qu'on est dans un processus itératif et qu'on est en apprentissage constant. Et je pense que la première étape dans cet apprentissage, c'est d'ouvrir le dialogue. En fait, si on donne l'opportunité aux personnes qui nous entourent, et ça peut être notre équipe, mais ça peut être aussi des collègues, ça peut être aussi nos propres managers, euh, si on crée cet espace d'échange en disant c'est un sujet qui est important pour moi, est-ce qu'on peut en parler? Et ben naturellement, en fait, je pense que les langues se délient et puis les histoires se racontent. Et je pense qu'il faut accepter que ce soit inconfortable au départ, parce que ça peut être peut-être moins naturel dans certaines équipes ou dans certaines organisations, peut-être moins naturel personnellement pour certaines personnes, mais in fine, l'effet domino se fait. Et je pense que il faut persévérer dans cet inconfort et puis jour après jour, semaine après semaine,
on arrive finalement à créer ce sentiment de confiance et, si je reprends l'exemple de mon équipe, à faire en sorte que les histoires se racontent. Je voudrais te partager un exemple qui illustre ce que je dis, c'est que dans nos réunions d'équipe tous les mercredis, on essaye de commencer 2, 3 fois par mois par un moment qu'on appelle le sharing is caring, un moment de partage. Et j'essaie de chercher des thématiques de partage qui ne sont pas que liées au business. Et une fois sur deux, on utilise des thèmes de partage qui vont être beaucoup plus personnels, de l'ordre de la santé mentale, de l'ordre de la diversité et de l'inclusion, de l'ordre de tout un tas de choses. Là, sur le mois de juin, j'imagine que tu l'as suivi, c'était le mois des fiertés. Quand on entend mois des fiertés, souvent on entend la Pride, on entend LGBT, etc. Ce qui est vrai. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la conception que j'ai de la diversité et de l'inclusion, c'est toute la richesse des identités que je souhaite finalement accueillir ou en tout cas essayer de mettre en avant. Et donc, on a fait un échange sur le thème suivant. Qu'est-ce qui, dans le dernier mois ou récemment, vous a rendu le plus fier de vous? Et je peux te dire que c'était 15-20 minutes où on entendait les mouches voler quand les personnes partageaient parce que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, surtout dans notre culture française, qui est pas toujours à l'aise avec le fait de mettre en avant des succès personnels, le fait de pouvoir être fier de quelque chose qu'on a accompli, euh, mais aussi parce que on a appris énormément les uns des autres. Et en fait, à plusieurs reprises, plusieurs personnes de mon équipe ont, avant de partager leur histoire ou leur fierté, on dit merci d'avoir créé ce thème et merci à ceux qui ont partagé jusqu'à présent d'avoir été vulnérables parce que c'est génial en fait la confiance dans laquelle ça nous met de nous sentir encore plus légitimes tel qu'on est et tel qu'on se définit. Je reformule un peu ce que j'ai compris de ta manière d'amener cette diversité, cette inclusion, puis enfin, l'acceptation en fait de chacun. C'est déjà tu crées des moments d'écoute et de partage individuel, collectif. Et puis, de ce qui sort peut-être de ces moments d'écoute, t'essayes d'en tenir compte quand c'est possible. Quand quelqu'un va te dire, bah, voilà, moi déjà je suis comme ça, donc tu l'as entendu, écouté. Et puis, s'il a envie de te dire, bah, s'il te dit, j'ai envie de plutôt d'aller dans cette direction, plutôt de mener tel projet, plutôt de développer telle compétence, ton rôle, ça va être d'essayer de faire en sorte que ça soit possible en fonction des marges de manœuvre que tu as. Oui, je dirais que c'est exactement ça. Et justement, ça m'intéresse de savoir quelles sont les marges de manœuvre que tu as aujourd'hui en tant que responsable d'équipe. On parlait de rôle de carrière RH. Concrètement, toi, tu as un impact sur ton équipe sur quel sujet? J'imagine que c'est aussi très lié à la politique RH Bien de sûr. Salesforce. Alors je dirais que c'est un sujet complexe parce que je pense qu'il y a du bon et il y a du plus frustrant. Et j'essaie vraiment de parler sans langue de bois. Je pense que ce qu'il y a de bon, c'est qu'on est dans une entreprise qui nous donne les process, les temps dans l'année qui structurent finalement une capacité pour le manager d'accompagner le développement d'un collaborateur. Concrètement, en fait, 4 fois dans l'année, on a des revues de talent qui ont pour objectif d'identifier les personnes qu'on souhaite promouvoir et accompagner dans leurs objectifs. Donc ces forums existent, et bien, de leur existence vient le fait que le manager peut venir et finalement défendre les business cases des différents collaborateurs qui sont prêts dans son équipe à passer à leur prochaine étape. Je dirais qu'il y a du bon aussi parce que dans la marge de manœuvre, et là ça dépend peut-être plus des approches de chacun, en tout cas moi j'essaie de me positionner comme un catalyseur, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais faire à la place d'eux, il s'agit des carrières de chacun, et donc la façon dont je vois mon rôle dans ce développement et dans cet accompagnement de carrière, c'est plus à nouveau de poser les bonnes questions, et puis quand ça fait sens, de mettre en face les bonnes ressources. Et si je suis honnête avec moi-même, dans 80% des cas, cette ressource, ça va pas être moi. Parce que je suis pas l'expert qui va réussir à expliquer le prochain rôle, par exemple, de la même façon qu'une personne qui le fait. Ou parce que la ressource, ça va être quelqu'un qui souhaite développer une compétence technique
que je n'ai pas ou que je ne maîtrise pas. Et donc, c'est là où c'est intéressant en tant que manager parce que ça nécessite en fait une compréhension de l'écosystème, là en l'occurrence l'écosystème Salesforce, qui te permet d'avoir vraiment une vue un peu 360 de tout ce qui est disponible, des leviers qui sont à ta disposition, et ensuite d'en faire finalement une recette, un mélange d'ingrédients qui va marcher pour le collaborateur ou la collaboratrice qui t'exprime un besoin, un souhait, un objectif. Je dirais que ce qu'il y a de plus frustrant, et c'est pas propre à mon entreprise, c'est propre, je pense, au fait d'être dans des grandes structures, c'est que avec ces moments d'échange, avec ces temps, ces milestones, vient aussi une certaine rigidité. Et quand on a finalement des personnes qui expriment un certain nombre de souhaits, il va falloir voir comment est-ce que ça s'aligne aussi avec les besoins du business. Et c'est complètement naturel, c'est comme ça qu'on fonctionne dans toutes les entreprises. Mais en tant que manager, finalement, c'est là où il faut savoir trouver cet équilibre pour continuer à donner l'envie et la motivation à ses équipes, tout en mettant en perspective les besoins de l'entreprise et finalement les rôles, les postes qui vont s'ouvrir dans les prochains mois. Et ça, c'est un équilibre que j'apprends encore quotidiennement à trouver et sur lequel, pour le coup, je trouve qu'on est très bien accompagné. En tout cas, moi, j'ai la chance de travailler avec une directrice qui m'accompagne avec beaucoup de bienveillance sur ces sujets-là. Mais je pense que c'est un sujet pour tous les managers, finalement, cette notion de marge de manœuvre et comment est-ce que finalement ça impacte la façon dont on vit au quotidien notre style managérial? Ouais, c'est une question qui est importante, je trouve, et qui est assez, à mon sens, au cœur et qui sera de plus en plus au cœur des transformations des entreprises parce que il y a dans pas mal de boîtes, t'es manager, mais t'es un peu un pion, quoi, qui fait les évaluations et puis qui redescend les messages. Mais Mm, finalement, si tu as vraiment envie d'être dans une posture de manager coach, mm, d'accompagnateur, bah, il te faut quand même des marges de manœuvre sur parfois accepter un temps de travail particulier, débloquer de l'argent pour offrir une formation, mm. euh, modifier le staffing de quelqu'un ou en tout cas les priorités de quelqu'un si ça permet de le développer, de le fidéliser et ça va dans le sens de ce qu'il a envie. Bien sûr, c'est sûr que si tu vends des outils digitaux et puis qui te demandent de passer son CAP pâtisserie sur son temps de travail. Je comprends que tu expliques que c'est pas tout à fait dans le cœur du business, mais parfois les managers ils sont obligés de remonter à 2, Mm. 3, 4 échelons au-dessus pour pouvoir payer une formation en anglais et du coup Ouais. ça limite vachement les, les Alors possibilités ça, ouais, d'accompagnement. sur ce sujet, pour le coup, non, je pense avoir vraiment des marges de manœuvre réelles sur finalement les ressources qui sont à ma disposition, à la fois sur ce volet formation, apprentissage continu, à la fois sur des sujets qui sont directement liés au rôle actuel, et quand on identifie des gaps, de pouvoir rapidement les combler, mais aussi sur des sujets futurs, c'est-à-dire de la préparation d'un rôle à échéance de, je sais pas, 6 mois, un an pour une promotion, etc. Et comment est-ce qu'on peut déjà identifier des cours, des formations internes ou externes sur lesquelles on va pouvoir débloquer un budget. Donc ça, c'est plutôt une chose qui fonctionne bien. Euh, et je pense que c'est aussi l'une des forces de ces structures qui sont finalement des gros mastodontes, hein, parce que il y a aussi tout un accompagnement du manager qui est fourni par les équipes ressources humaines, par les équipes training, enablement, et on n'est pas laissé finalement seul face aux collaborateurs ou à la collaboratrice sur le fait de trouver la bonne réponse. Et je pense que c'est appréciable parce qu'à nouveau, c'est peut-être pas le cœur de notre expertise. C'est finalement l'un des volets de notre accompagnement, mais c'est pas forcément là où on va savoir aller creuser en tout cas dans la bonne direction et l'accompagnement, les ressources sont là. Et c'est une question que j'avais aussi pour toi qui est comment t'es accompagné dans ta prise de poste? Donc, tu disais que t'as une directrice, donc Mm. t'as manager et puis t'as des ressources internes. Est-ce que il y a des parcours peut-être de formation ou est-ce que t'as des points réguliers avec quelqu'un qui te fait toi-même miroir de réflexion? Comment ça se passe? Ouais, alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné en arrivant chez Salesforce et peut-être encore plus que chez Google. Il y a un vrai plan de formation et d'onboarding sur les premières semaines et les premiers mois
qui est super bien ficelé. En particulier pour les managers qui sont sur leur premier rôle de management, à la fois avec une prise en main finalement de l'écosystème Salesforce, à savoir outils, processus, ressources, etc., mais aussi sur les volets du management, à savoir gestion de la performance, coaching, gestion de ton business aussi, parce que j'ai peu parlé de mon business aujourd'hui, mais ça reste aussi quelque chose sur lequel je suis évalué. Et donc, de savoir comment lire et appréhender et piloter tes indicateurs commerciaux, etc. Et ça se fait tout au long de ton parcours. Il y a un espèce de moment d'accélération sur les 3 premiers mois parce que c'est là où on veut faire en sorte que tu aies rapidement les outils. Mais là, par exemple, j'arrive à mes 6 mois et déjà sur septembre-octobre, on me propose un nouveau moment sur quelques jours où je vais être avec d'autres managers qui ont à peu près ma seniorité pour faire un peu un pulse check, mais aussi ensuite approfondir certaines thématiques. Donc sur ça, il y a vraiment un gros investissement qui est fait et la qualité aussi de ce qui est délivré vraiment assez impressionnant, avec un accent aussi qui est mis beaucoup sur le partage en fait de personnes qui sont passées par là. Je me souviens d'une des formations que j'ai eues sur les premières semaines où sur 4 jours, on a eu quasiment la moitié des sessions qui étaient dédiées à des moments d'échange, de questions-réponses, de retours d'expérience, soit de managers qui avaient 1 an, 2 ans de seniorité, donc finalement assez proches de nous, soit de leaders qui avaient 20 ans, 30 ans de bouteille derrière eux et qui finalement avaient l'habitude d'accompagner des nouveaux managers dans leurs équipes. Et ça a été assez riche. Après, il y a le deuxième niveau d'accompagnement qui est là, effectivement, se fait plutôt avec ma chef à moi qui est là sur un niveau d'accompagnement plus régulier, un peu comme ce que j'ai avec mes équipes. J'ai une cadence hebdomadaire avec elle et j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui connaît très bien la boîte puisque ça fait 14 ans qu'elle est dans l'organisation. Donc, je suis extrêmement chanceux sur ce point de vue-là parce qu'elle connaît chaque recoin de l'organisation, chaque processus caché, chaque partie prenante ou stakeholder. Donc ça, c'est une vraie épine dans le pied en moins et une belle ressource. Je pense que globalement, chez Salesforce, mais ça a été vrai aussi chez Google, il y a aussi cette notion de, de cadence régulière, en fait, même dans des rôles de manager, voire au-dessus, de toujours avoir, en fait, comme tu disais, miroir de réflexion, en tout cas quelqu'un avec lequel tu peux échanger, brainstormer, découvrir un peu finalement quelles sont tes options face à un challenge, à un problème, et décider ensemble plutôt que de prendre une décision finalement assez individuelle ou silotée. Ok, c'est super intéressant la partie, enfin tout est super intéressant, mais en tout cas le volet formation et accompagnement qui m'amène à une question sur le temps que tu passes à manager. Parce que je trouve que aussi dans pas mal d'entreprises et beaucoup de managers finalement dédient très peu de temps au management parce qu'ils ont un poste à temps plein et des contraintes opérationnelles, business, etc. Toi, comment tu t'organises dans ton agenda? Parce que si tu me dis que tu vois tes collaborateurs, je ne sais pas si tu les vois les 12 toutes les semaines, mais en tout cas, c'est un vrai temps que tu dédies au management et du coup pas au business quoi en tant que tel. Alors, je vais commencer Indirectement, mais ouais, je vais commencer par te dire que c'est clairement le challenge que j'ai aujourd'hui et sans doute la difficulté principale que j'ai, qui est ma gestion de calendrier et la gestion de mon temps. Concrètement, aujourd'hui, en fait, je passe toute ma journée du lundi et une bonne partie de ma journée du mardi à faire ces points avec les 12 personnes de mes équipes. 45 minutes à chaque fois, 30 minutes quand vraiment mon agenda ne le permet pas parce que contrainte opérationnelle. Mais du coup, je te laisse faire le calcul, ça prend déjà en fait des journées entières. Et ensuite, tu as tout à fait raison de souligner que viennent les contraintes opérationnelles dont j'ai peu parlé finalement dans mon retour d'expérience aujourd'hui, mais qui sont extrêmement prégnantes en fait dans mon rôle parce que mon équipe crée des opportunités commerciales pour une équipe de responsables commerciaux. Et ces personnes-là sont managées par des vice-présidents qui sont sur le bureau de Paris, et j'en ai 8. Donc, je soutiens 8 différentes organisations commerciales, en fait, si on simplifie. Ce qui fait que le reste de mon temps, au-delà du lundi-mardi, je le passe en fait à être dans des alignements commerciaux, des réunions de stratégie, de suivi, de pilotes, de projets, etc., avec ces personnes-là. Et clairement, c'est le challenge principal que j'ai aujourd'hui, c'est de voir
tu l'as entendu, je pense, dans mon retour d'expérience, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est d'être avec mon équipe et de savoir que j'arrive à leur apporter de la valeur. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que je ne le fais pas autant que je le voudrais, ou en tout cas pas autant que je le souhaiterais. Euh, je pense que c'est un équilibre qui est difficile à trouver et qui est itératif à nouveau. C'est-à-dire que c'est un des sujets les plus récurrents de mes one-to-one avec ma directrice. Elle me challenge énormément sur ça et je pense que je progresse à tâtons, mais je vais dans la bonne direction. Et c'est aussi quelque chose vis-à-vis duquel je me tiens aussi responsable par rapport à mon équipe, en fait. Demander du feedback sur est-ce que l'allocation de mon temps correspond à vos attentes? Et sinon, comment est-ce que j'arrive à restructurer certains engagements, certaines initiatives ou certains projets que je prends pour pouvoir me libérer peut-être ou accompagner aussi les talents. On a peu parlé aujourd'hui de management de la performance. C'est un des volets qui évidemment vient dans le fait de gérer une équipe. Et notamment pour les nouvelles recrues, en fait, ce dont je me suis rendu compte en 6 mois, c'est que c'est absolument primordial, en particulier dans ce monde virtuel, d'être très présent au départ. Parce qu'on est en fait sur des rôles où les choses vont tellement vite, la quantité d'informations à absorber sur les premières semaines est telle qu'on peut rapidement se retrouver complètement submergé par la vague. Et donc, j'ai une frustration de ne pas pouvoir le faire autant que je le souhaiterais avec ces nouvelles personnes qui rejoignent mon équipe, mais je le fais en tout cas autant que faire se peut, en ayant au lieu de un échange par semaine, plutôt 3 quand je peux, 2 au minimum. Et ça aide un peu. Je suis pas encore à ce niveau idéal que je souhaiterais, mais comme je te disais, je pense que c'est un apprentissage au quotidien et l'essentiel, c'est d'en être conscient et finalement de ne pas accepter la situation telle quelle, mais d'une semaine à l'autre, constamment dans ce challenge de où sont tes priorités, comment est-ce que tu alloues ton temps vis-à-vis de ces priorités, et derrière, quel est le retour quelque part sur investissement que tu fais de cette ressource précieuse. C'est clair. Et en tout cas, moi, dans mon expérience, la gestion du temps a toujours été une question que j'ai adaptée en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as mis en place une organisation, puis 3 semaines plus tard ou 2 mois plus tard, ça change. Et en fait, il faut être très agile et s'adapter aux contraintes et effectivement faire au mieux. Et je trouve que c'est plutôt rassurant qu'au bout de 6 mois, en tout cas moi, ça me rassure qu'au bout de 6 mois, tu n'aies pas encore trouvé les clés parce que je me dis que... Je ne sais pas si j'aurais trouvé au bout d'un an, 2 ans, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est un sujet à avoir en tête. En tout cas, c'est qu'on soit jeune manager ou directeur confirmé ou même au plus haut de l'organisation, surtout dans ces entreprises où les choses vont vite, où il y a de fortes ambitions de croissance, ça reste un sujet constamment. Et en fait, je pense que c'est le nerf de la guerre de savoir accepter que on sera jamais dans une position où ce sera confortable, mais où on est toujours dans une remise en cause ou en question suffisante pour pouvoir faire ces ajustements en fait un peu on the go et savoir allouer son temps et son énergie là où on sent qu'on a un impact et qu'on aide moi mon équipe parce que c'est mon driver principal, d'autres te diront leur business parce que c'est la chose qui les drive en premier. Ouais. Ouais, je suis d'accord que c'est super important d'en être conscient et de savoir qu'il n'y a pas de rythme de croisière. Que le rythme de croisière, c'est à toi d'adapter en fait ton activité en Je fonction me du souviens que rythme dans que un tu as envie épisode de d'avoir. la saison 1, tu avais échangé sur ce sujet aussi avec Romain et avec le fait que, en tant que jeune parent, il y avait aussi une contrainte supplémentaire qui arrivait dans l'équation dans la gestion de son temps. Et c'est un échange que j'avais énormément apprécié parce que Romain avait donné finalement une réponse que je trouvais extrêmement satisfaisante, qui était qu'il n'y a pas de bonne réponse pour tout le monde. C'est chacun qui doit trouver ce qui marche pour lui dans ce verbatim très galvaudé pardon, de équilibre vie pro, vie perso. Et Romain disait, je me souviens, que il allait chercher son enfant ou qu'il s'occupait de son enfant et puis qu'après le dîner, une fois que son enfant était au lit, il se remettait devant son ordinateur et que c'était pas une contrainte parce qu'il le choisissait, qu'il avait envie de pouvoir terminer certaines tâches, etc. Et c'est un peu comme ça que je le vois aussi de mon côté. C'est si tant est qu'on est sur un rôle qui voilà nous apporte, nous insuffle cette énergie et qu'on est finalement épanoui, bah derrière les sacrifices ou en tout cas ces réajustements viennent assez naturellement et bien sûr la fatigue est là, bien sûr l'usure vient au bout d'un moment, mais en tout cas on trouve toujours l'énergie d'aller de l'avant. On arrive à la fin de notre échange, Ryan. Quelle va être la suite pour toi? Quelles vont être tes priorités? Comment tu vois les 6 prochains mois de ta première année chez Salesforce?
Comme je te le disais en début de notre échange, ces 6 mois ont été passionnants, ça a été un vrai roller coaster, mais in fine, quand je regarde dans le rétroviseur, je suis heureux, sincèrement et simplement. Donc les 6 prochains mois, j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là et que je vais continuer à finalement affûter les différentes compétences que j'ai pu commencer à développer sur ce nouveau rôle qui est finalement encore assez récent, et faire en sorte de continuer à accompagner mon équipe. Je reviens toujours à eux et à elles, mais faire en sorte que tous ces talents qui ont envie de progresser puissent le faire dans les meilleures conditions, tout en moi continuant à affûter un peu ma panoplie de manager et de leader. Et en espérant continuer sur ce voyage-là pour à terme devenir second line manager, un jour directeur peut-être, et puis qui sait ce qui m'attend après. Et puis être heureux, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est un beau mot de la fin, je pense. Merci beaucoup, Ryan. Merci, Sophie. J'espère que cet épisode vous a plu. J'étais vraiment ravie de mon échange avec Ryan. Comme d'habitude, je vous partage ici mon débrief et surtout les pratiques que je retiens. Je vous invite à faire la même chose de votre côté, à vous poser la question « Qu'est-ce qui vous a marqué ? Quelles pratiques avez-vous envie d'adopter dès demain ? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont posé question et pour lesquels vous aimeriez qu'on en discute ensemble ? Je serais ravie de lire ou d'entendre vos réflexions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens en commentaire de l'épisode. Et je retiens 3 notions qu'on a abordées avec Ryan. Les valeurs, l'intérêt porté aux autres et la diversité. Je vais commencer dans l'ordre. Donc les valeurs. Je suis convaincue à titre personnel qu'on fidélise et qu'on crée un collectif autour de valeurs communes, que ça soit pour une entreprise ou même à la dimension d'une équipe. Ryan s'est posé les questions des valeurs avec lesquelles il voulait manager. Il a pris en exemple celles avec lesquelles il avait été managé et qui lui correspondaient bien, la bienveillance et le respect. Je vous invite aussi à vous poser la question de vos valeurs en tant que manager. Et finalement, le plus important, c'est surtout la manière dont vous voulez les incarner au quotidien. Ce qui m'a aussi marqué dans le témoignage de Ryan, c'est le fort intérêt qu'il porte aux autres. Et je trouve que c'est un réel atout dans une prise de poste. En tant que leader d'équipe, il se met vraiment au service de ses collaborateurs. Il les écoute, il cherche à les comprendre le mieux possible. Il veut mettre en place des stratégies pour que ses collaborateurs soient dans une dynamique de succès et qu'ils s'épanouissent. Quand j'étais RH et que j'avais des échanges avec des futurs managers, c'était la première question que je leur posais. Je voulais savoir à quel point ils étaient prêts à s'occuper des autres. C'est bien la différence entre un profil expert, qui va être très pointu, très sachant dans un domaine, et un profil de manager et de leader d'équipe. La 3e notion qui m'a beaucoup parlé, c'est la définition de la diversité et de l'inclusion de Ryan. Je vous la rappelle, c'est créer un environnement où chacun se sente accepté pour qui il est. On ne parle pas ici d'origine, de couleur de peau, de sexe, de religion. Ryan part du principe qu'on est tous uniques et que l'entreprise est inclusive quand elle laisse à chacun la possibilité d'exprimer son unicité. Je trouve que c'est un message très fort. Donc je terminerai mon débrief là-dessus. Je vous dis juste que si cet épisode vous a plu, partagez-le au maximum autour de vous, sur LinkedIn par exemple, ou transmettez-le à 2 de vos amis qui peuvent être intéressés par les thématiques managériales. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître Chef. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Apple Podcast et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!